Imaginez un instant. En une seule après-midi, les corps de 25 ouvriers agricoles sont découverts, entassés les uns sur les autres dans le modeste campement d'un domaine viticole. Pas un cri, pas une seule trace de blessure. Seulement des visages aux teintes bleuâtres, des yeux grands ouverts, comme s'ils avaient voulu dire une dernière chose avant de succomber. Que s'est-il passé? Un accident tragique? Une malédiction? Ou un acte criminel d'une froideur absolue, méticuleusement planifié? Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur ce drame effroyable qui a secoué la région du Luberon, en Provence. L'histoire d'une famille autrefois respectée, devenue l'auteur de l'un des crimes les plus marquants de France. Une histoire de dette, de désespoir et d'une décision qui a sacrifié des dizaines de vies innocentes. Avant de commencer, si vous appréciez les récits longs, chargés d'émotions et de sens, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas seulement une tragédie macabre, mais un voyage poignant qui changera, peut être votre perspective sur la vie. Je vous invite donc à regarder cette histoire jusqu'au bout pour que nous puissions absorber ensemble chaque détail, chaque étape de l'enquête et chaque leçon de vie cachée derrière cet événement. L'après-midi du 14 juin 2022, le ciel de Valombre, en Provence, était lourd, comme voilé d'une brume légère après l'orage matinal. Des gouttes de pluie perlaient encore sur les feuilles de vigne, scintillant sous le soleil revenu. L'atmosphère rurale semblait paisible, comme chaque jour où les saisonniers s'affairaient dans les rangs de vignes. Mais ce jour-là, un événement d'une horreur, sans nom, allait anéantir la quiétude du village tout entier. Jacques, un berger de 53 ans, cherchait ce matin-là 2 ou 3 de ses brebis qui s'étaient égarées près du domaine de Madame Éliane Dubois. Il était habitué à l'odeur de la terre humide après la pluie et à celle, plus âcre, du soufre utilisé pour traiter les vignes. Mais cet après-midi-là, sur le petit sentier menant au campement des ouvriers, il perçut une odeur étrange. C'était un mélange nauséabond, un relent de fruits pourris mêlés à une senteur chimique si forte qu'elle lui coupait la respiration. Plus il approchait, plus son estomac se nouait. Son instinct de campagnard, forgé par des décennies de vie au grand air, le rendit méfiant. Il poussa doucement la porte en bois vermoulu du dortoir, qui était entr'ouverte. Ce qu'il vit lui fit plier les genoux. Dans la pièce sombre et confinée, les corps de 25 personnes gisaient pêle-mêle, certains empilés les uns sur les autres dans des postures macabres et contre nature. Certains étaient face contre terre sur le ciment froid, d'autres recroquevillés comme dans une agonie insoutenable. Et quelques-uns avaient encore les yeux grands ouverts, le regard vide, les lèvres figées, avec une écume blanchâtre au coin de la bouche. Le silence de mort n'était brisé que par le bourdonnement des mouches qui tournoyaient dans l'air, tel un requiem funeste. Jacques hurla de toutes ses forces, comme un fou. « Mon Dieu, ils sont tous morts! Au secours, il y a des morts ici !» Son cri déchira la tranquillité du village. Les gens accoururent des vignes, du café du coin, du petit marché sur la place. En quelques minutes, des dizaines de villageois arrivèrent. Ils s'arrêtèrent devant le campement, se regardant les uns les autres, le visage blême. Personne n'osait s'approcher davantage, tous paralysés d'horreur par ce qu'ils venaient de découvrir. La nouvelle parvint rapidement à la brigade de gendarmerie de Cavaillon. Environ 1 heure plus tard, le capitaine Antoine Fournier, un officier expérimenté, arriva avec son équipe d'enquêteurs. La zone fut immédiatement bouclée avec du ruban de la gendarmerie. On demanda aux villageois de se tenir à l'écart, bien que la curiosité morbide en retint plusieurs dans les parages. Au début, l'hypothèse la plus simple émergea. Peut être une intoxication alimentaire collective. Les ouvriers auraient mangé quelque chose d'avarié, ou peut être inhalé un gaz toxique dans la pièce exiguë. Mais dès qu'il pénétra à l'intérieur, le regard du capitaine Fournier se figea. Il observa, un par un, les visages des victimes, qui commençaient à prendre une teinte bleu-vert. Ce n'étaient pas les visages de gens partis paisiblement. C'étaient des masques de souffrance, des visages qui avaient enregistré un dernier instant d'agonie. Pas de sang, pas de traces de lutte, pas de cri que quiconque ait entendu. Mais ces corps raidis semblaient contenir une histoire silencieuse, la peur, le regret et la douleur qu'ils avaient ressentie avant que leur souffle ne soit coupé. À cet instant, le cœur du capitaine Fournier lui murmura que ce n'était pas un simple accident. Une main humaine était derrière tout ça. Et à partir de cet instant,
Une enquête sombre et tendue commença officiellement. Le campement des ouvriers du domaine de Madame Eliane devint immédiatement le centre de l'attention de tout le village. En quelques heures, la nouvelle de la mort soudaine de 25 personnes se propagea de bouche à oreille. Certains parlaient d'intoxication, d'autres de gaz, certains évoquaient même des histoires de sorcellerie. Mais une chose était sûre, personne ne pouvait effacer de sa mémoire cette odeur âcre, mélange de pourriture et de produits chimiques. Le capitaine Fournier et son équipe travaillaient avec une prudence méticuleuse. Chaque recoin du campement fut photographié. Chaque assiette, chaque couvert, chaque reste de nourriture fut collecté. Les corps des victimes furent ensuite transportés à l'Institut médico-légal de l'hôpital d'Avignon pour autopsie. Le ruban jaune de la gendarmerie était tendu fermement, interdisant l'accès au domaine. Mais cette barrière fragile ne put contenir les sanglots d'une femme âgée qui émergea de la foule des villageois. C'était Madame Eliane, la propriétaire. Avec ses vêtements froissés et ses cheveux en désordre, elle pleurait comme si elle venait de perdre ses propres enfants. Sa voix était rauque, criant les noms de ses ouvriers, désormais inertes, comme si le monde entier s'était effondré sous ses pieds. De nombreux villageois versèrent une larme. Tout le monde connaissait Madame Eliane comme une femme charitable, partageant souvent les produits de son domaine avec ses voisins dans le besoin, pilier de l'église locale et toujours prompte à donner pour les fêtes du village. Personne n'aurait imaginé qu'une telle tragédie puisse se produire sur ces terres, et encore moins le massacre d'autant de personnes en une seule fois. Mais derrière ses lunettes de soleil, le capitaine Fournier observait Madame Eliane avec suspicion. Quelque chose clochait. Ses cris étaient stridents, son corps tremblait, mais ses yeux restaient secs. Pas une seule larme. Pour Fournier, ce n'était pas une authentique affliction, mais plutôt une performance. Il nota silencieusement quelque chose dans son petit carnet, sans dire un mot. Pendant ce temps, l'analyse préliminaire des médecins légistes indiqua que les victimes étaient décédées à peu près au même moment, probablement moins d'une heure après avoir déjeuné. Aucune blessure physique, aucune trace de lutte. Tout pointait vers l'hypothèse d'une intoxication alimentaire massive. Mais Fournier n'était pas satisfait de cette réponse facile. La couleur des visages des victimes indiquait une privation sévère d'oxygène, semblable aux effets d'un poison chimique. Certaines victimes avaient encore les mains crispées, comme si leurs poumons s'étaient soudainement arrêtés de fonctionner. Fournier était de plus en plus convaincu que quelque chose avait été délibérément ajouté à ce repas. Dans une salle d'interrogatoire sobre, Madame Eliane était assise, le visage épuisé. Sa voix était éraillée lorsqu'elle raconta combien elle aimait ses ouvriers comme ses propres enfants. Ils venaient d'Espagne, du Portugal, d'Afrique du Nord. Elle traitait tout le monde avec bienveillance. Elle admit les avoir vus discuter et plaisanter ce matin-là même, avant qu'ils ne partent travailler dans les vignes. Et maintenant, ils étaient tous partis. Ses paroles semblaient si sincères que certains jeunes gendarmes en furent presque émus. Mais son regard vide fit sentir à Fournier que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'on lui demanda qui avait préparé le déjeuner ce jour-là, Madame Eliane répondit que c'était habituellement une ouvrière nommée Annette. Mais ce matin-là, vers 10 heures, Annette était allée au marché acheter des herbes de Provence, laissant le campement vide. Et lorsqu'on lui demanda qui avait la clé du cellier où étaient stockées les denrées, Madame Eliane marqua une pause, avant d'admettre finalement qu'elle seule la possédait. Fournier nota chaque détail avec calme. L'opportunité et l'accès, deux éléments clés de toute affaire criminelle. À l'extérieur de la gendarmerie, les villageois commencèrent à en parler à voix basse. Certains croyaient encore aux larmes de Madame Eliane, mais d'autres commençaient à douter. Certains disaient que des larmes qui ne coulent jamais sont le signe du mensonge. D'autres rétorquaient qu'elle était peu, être simplement en état de choc. Mais un vieil homme, qui la connaissait depuis longtemps, murmura « Les yeux ne mentent jamais. Si elle était vraiment triste, ses yeux diraient autre chose. » Ce murmure se propagea rapidement, du café au marché, des petites ruelles aux maisons des gens, ajoutant encore à la tension qui régnait dans le village. Cette journée s'acheva sur une conclusion préliminaire. 25 ouvriers étaient morts à peu près au même moment après avoir déjeuné au campement du domaine viticole. L'hypothèse la plus solide était qu'ils avaient été empoisonnés avec un produit chimique dangereux. Et même sans preuve suffisante, l'ombre du soupçon commençait à se projeter sur la personne autrefois vénérée, comme une mère bienveillante, Madame Eliane. Le capitaine Fournier ferma son carnet et leva les yeux vers le ciel nocturne assombri de valombre.
Il savait que l'enquête ne faisait que commencer. Ce qui était encore plus terrifiant que la mort de 25 personnes, c'était la vérité que le coupable était peu, être encore en liberté, se tenant peu, être dans la foule, feignant de pleurer avec les autres. Cette nuit-là, la brigade de gendarmerie de Cavaillon restait sous haute tension. Les enquêteurs travaillaient sans relâche, notant le nom de chaque victime et les comparant à la liste officielle des travailleurs trouvés dans le campement. Ce vieux registre contenait 26 noms, avec leur âge et leur origine. Mais en comparant ce nombre aux corps retirés de la scène, quelque chose clochait. Seuls 25 corps avaient été trouvés. Un nom manquait. Cette absence soulevait de nombreuses questions. Qui était cet ouvrier manquant? Avait-il survécu? S'était-il enfui? Ou était-il impliqué? Le regard du capitaine Fournier s'intensifia en lisant le dernier nom de la liste, Arnaud, 32 ans, originaire de Marseille. Sans attendre, il ordonna à son équipe de se déployer dans les villages voisins. Ils interrogèrent les gens au marché, au café et même au dispensaire le plus proche. Leurs recherches finirent par payer. Une infirmière du dispensaire de Gordes informa qu'un ouvrier agricole nommé Arnaud était en traitement chez eux depuis le matin. Fournier s'y rendit immédiatement. Le petit dispensaire était silencieux à son arrivée, seulement éclairé par la lueur blafarde des néons et le chant des cigales à l'extérieur. Dans une chambre de repos simple, un jeune homme gisait, affaibli, sur un lit. Son visage était pâle, son corps encore couvert de plaques rouges, et sa respiration était sifflante. C'était Arnaud, le seul ouvrier à ne pas avoir partagé le déjeuner fatal. L'infirmière expliqua que le 14 juin au matin, Arnaud avait été amené par ses amis dans un état de convulsion et de vomissement sévère. Il s'est avéré qu'en mangeant les restes du dîner de la veille, il avait accidentellement avalé une guêpe qui s'était cachée dans son assiette. Le venin de l'insecte avait provoqué une réaction allergique violente, un choc anaphylactique qui lui avait presque fait perdre connaissance. Heureusement, ses amis l'avaient amené au dispensaire à temps, lui sauvant la vie. Et c'est à cause de cet incident qu'Arnaud n'avait pas déjeuné avec les autres ouvriers, échappant ainsi à la tragédie qui avait coûté la vie à ses 25 collègues. Lorsqu'il reprit pleinement ses esprits cette nuit-là, Arnaud apprit par l'infirmière que tous ses collègues du campement étaient morts. Son visage devint instantanément cireux. Il se couvrit le visage de ses deux mains, son corps secoué de violents tremblements. Des larmes coulaient sur ses joues, sa voix brisée par des sanglots incontrôlables. « C'est pas possible. Jean-Pierre, Fatima, Miguel, ils sont tous morts. Ce matin encore, je leur parlais. » bégaya-t-il, avant de s'effondrer en sanglots, son corps de nouveau affaibli. Le capitaine Fournier se tenait près du lit, le regardant avec compassion. Il savait qu'Arnaud n'était pas seulement un survivant, mais un témoin crucial. Mais son état physique était encore fragile. Il avait du mal à parler longuement, toussant et haletant par intermittence. Fournier ne voulut pas le forcer. Il lui demanda simplement de rester calme et plaça 2 gendarmes devant sa chambre pour assurer sa sécurité. Cette nuit-là, Fournier écrivit dans son carnet « Arnaud, le 26e ouvrier, n'a pas déjeuné, survivant, témoin clé, doit être protégé. » Aïchou. Le lendemain matin, la nouvelle de l'existence d'Arnaud se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Les habitants étaient agités. Certains étaient soulagés qu'il y ait un témoin survivant, mais beaucoup chuchotaient avec méfiance. S'il est le seul survivant, et si c'était lui qui avait mis le poison, lança une commerçante sur le marché. Le murmure passa de bouche en bouche pour finalement atteindre les oreilles des familles des victimes. Leur colère explosa. Certains voulaient se rendre au dispensaire pour exiger des réponses d'Arnaud directement. La gendarmerie dut renforcer la surveillance, craignant que la foule ne se déchaîne contre la seule personne encore en vie. Derrière tout cela, Arnaud lui-même était submergé par un sentiment de culpabilité écrasant. Il sentait que sa vie n'était qu'un coup du hasard, alors que ses amis étaient morts d'une manière atroce. Le visage de Jean-Pierre, son meilleur ami au campement, revenait sans cesse dans son esprit. Ils s'asseyaient souvent ensemble sous un olivier, parlant et plaisantant. Ils s'étaient promis qu'après la fin des vendanges, ils rentreraient chez eux et construiraient une petite maison pour leur famille. Cette promesse était maintenant enterrée avec un corps froid et sans âme. Arnaud se mordit la lèvre jusqu'au sang. Il fixait le plafond d'un regard vide, ses larmes ne cessant de couler. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui?
murmura-t-il faiblement. Le capitaine Fournier, qui l'observait depuis un moment, s'assit sur une chaise à côté de son lit et dit d'une voix douce « Écoutez-moi, vous n'avez pas survécu par hasard. Le ciel vous a donné une chance de raconter la vérité. Vous seul pouvez nous aider à trouver la personne sans cœur qui a pris la vie de vos amis. Ne laissez pas leur mort être vaine. » Ces mots firent sangloter Arnaud encore plus fort. Il se couvrit le visage et hocha lentement la tête. Dans son cœur, il savait qu'il portait désormais le lourd fardeau d'être le témoin de la tragédie la plus sombre qui ait jamais eu lieu dans ce domaine viticole. Cette nuit-là, la police décida de transférer Arnaud dans un lieu sûr, sous une surveillance stricte 24 heures sur 24. Il savait que si un coupable avait empoisonné la nourriture, cette personne ne voudrait pas d'un témoin capable de parler. Le capitaine Fournier resta longtemps sur le balcon du dispensaire, regardant les vignobles sombres. Le vent nocturne apportait une odeur de terre humide, rappelant la mort. Il savait que cette enquête serait plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Mais tant qu'Arnaud était en vie, il y avait une lueur d'espoir pour révéler la vérité. Le lendemain, l'atmosphère à la brigade de gendarmerie de Cavaillon était plus fébrile que d'habitude. Une équipe de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN de Paris, fut dépêchée pour prendre en charge l'affaire. Ils travaillèrent rapidement, prélevant des échantillons de nourriture, de boissons, et même des traces de vomissures des victimes trouvées dans le campement. Tout fut placé dans des contenants spéciaux et envoyé au laboratoire pour analyse. Les villageois, toujours massés derrière le cordon de sécurité, ne pouvaient que regarder avec curiosité, espérant une réponse à la question de savoir pourquoi 25 vies avaient été fauchées simultanément. 3 jours plus tard, les résultats du laboratoire arrivèrent. Le capitaine Fournier était assis dans la salle de réunion avec son équipe. Il ouvrit l'épaisse enveloppe contenant le rapport officiel. Alors que ses yeux parcouraient la première page, il sentit son cœur s'accélérer. Le rapport était sans équivoque. Tous les échantillons de nourriture, en particulier la daube provençale que les travailleurs avaient mangée, étaient positifs au carbofurant. Fournier resta silencieux un instant. Le carbofurant était un insecticide extrêmement puissant, interdit depuis longtemps en Europe, car il pouvait tuer un être humain en quelques minutes. Cette substance est incolore, inodore, et lorsqu'elle est mélangée à de la nourriture, il est presque impossible de la détecter avec les sens humains. Quelques milligrammes suffisent à provoquer l'asphyxie, une défaillance respiratoire et une mort lente. Ce n'est pas un accident, c'est un massacre, dit Fournier à voix basse mais fermement. La salle de réunion devint silencieuse. Tous les regards étaient tournés vers lui, réalisant que l'affaire venait de passer d'une suspicion d'intoxication alimentaire collective à une tragédie de meurtre avec préméditation. Fournier ferma le dossier et s'adossa à sa chaise, le visage grave mais le regard perçant. Quelqu'un a délibérément mis ce poison dans la nourriture. Et cette personne savait exactement ce qu'elle faisait. « Guy !» un jeune enquêteur demanda. « Mon capitaine, est-il possible que le poison ait été contaminé accidentellement, par exemple mélangé à de l'engrais ou à des ingrédients du marché ?» Fournier secoua la tête. « Non, le carbofurant n'est pas une substance courante. Il n'existe que dans des cercles restreints, généralement entre les mains d'agriculteurs peu scrupuleux ou de trafiquants. C'est intentionnel, pas un hasard. » L'enquête se concentra donc à nouveau sur le campement. L'équipe tenta de reconstituer la chronologie du jour du drame. Qui a préparé le repas? Quand a-t-il été placé dans la cuisine? Qui pouvait accéder au cellier? D'après les notes précédentes, il n'y avait qu'une seule fenêtre d'opportunité. Vers 10 heures du matin, Annette, la cuisinière du campement, était sortie brièvement au marché pour acheter des herbes de Provence. Pendant près de 20 minutes, la cuisine était vide et la seule personne qui détenait la clé du cellier était Madame Eliane. Les soupçons, qui s'étaient estompés, devenaient maintenant de plus en plus clairs. Les pleurs sans larmes, l'accès au cellier et l'opportunité parfaite. Tous les indices commençaient à pointer vers elle. Mais Fournier savait bien que dans une enquête, on ne tire pas de conclusions hâtives. Il lui fallait des preuves irréfutables, pas seulement des présomptions. Il ordonna donc à ses subordonnés d'enquêter sur la situation financière de Madame Eliane. Il ne fallut pas longtemps pour que les résultats soient effrayants. Il s'avéra que la propriétaire du domaine, que tout le monde connaissait comme une bienfaitrice, avait de graves problèmes. Elle devait plusieurs centaines de milliers d'euros à des créanciers douteux. L'argent avait été utilisé pour financer le projet immobilier de son fils, Luc,
Mais le projet avait échoué lamentablement. Maintenant, tout commençait à s'emboîter. La pression des créanciers, la menace de saisie du domaine viticole et les demandes de salaire des ouvriers avaient acculé Madame Eliane. Était-il possible qu'elle ait été assez cruelle pour sacrifier la vie de ses ouvriers afin de couvrir ses problèmes? Pendant ce temps, Arnaud, toujours en convalescence dans un lieu sûr, commençait à se rétablir lentement. Bien que son corps aille mieux, son état mental était encore brisé. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Jean-Pierre, son ami cher, se souvenait des rires des travailleurs dans le campement qu'on n'entendrait plus jamais. La police a tenté de l'interroger à plusieurs reprises, mais il éclatait souvent en sanglots avant de pouvoir raconter une longue histoire. Fournier lui rendit de nouveau visite, cette fois avec une approche plus douce. « Arnaud, vous souvenez-vous de quelque chose ce matin-là, avant le déjeuner? Avez-vous vu quelqu'un dans la cuisine? Quelque chose d'étrange ?» Arnaud resta silencieux, les yeux dans le vague. Il se mordit la lèvre, essayant de se remémorer. « Ce matin-là, j'ai vu Madame Eliane entrer dans la cuisine. Elle a dit qu'elle allait juste vérifier le stock de riz. Je n'ai rien soupçonné, car elle venait souvent inspecter les provisions. Mais sa voix se brisa, son corps se mit à trembler à nouveau. Fournier lui tapota doucement l'épaule pour l'encourager. « Calmez-vous, rien que ça, c'est une grande aide. » Ce témoignage ajouta une pièce cruciale au puzzle. Désormais, les preuves scientifiques du laboratoire et le témoignage d'Arnaud commençaient à pointer dans la même direction. Une main humaine avait délibérément mis du poison dans la nourriture. À l'extérieur de la gendarmerie, les rumeurs dans le village s'intensifièrent. Les villageois chuchotaient que le domaine était maintenant hanté, que l'on entendait encore les cris des ouvriers la nuit. Certains commençaient à accuser ouvertement Madame Eliane, même sans preuve tangible. L'atmosphère du village devint effrayante, la paranoïa se mêlant à la colère. Fournier savait que le temps pressait. Il devait agir rapidement avant que la situation ne dégénère. Il donna l'ordre de convoquer à nouveau Madame Eliane pour un interrogatoire. Mais cette fois, son statut n'était plus celui d'un simple témoin, mais de principale suspecte dans le meurtre de 25 personnes. Cette nuit-là, en fermant son carnet, Fournier regarda par la fenêtre. La pluie recommençait à tomber, frappant les feuilles de vigne qui brillaient sous les lampadaires. Dans son esprit, il se murmura que la vérité commençait à émerger, mais que le chemin était encore long. Cette nuit-là, la brigade de gendarmerie de Cavaillon était de nouveau en effervescence. La salle d'interrogatoire, habituellement utilisée pour des vols mineurs ou des querelles de voisinage, était maintenant le témoin silencieux de l'une des tragédies les plus effroyables du sud de la France. De l'autre côté de la longue table, Madame Eliane était assise. Son visage était blême, ses cheveux en désordre, ses mains ridées tremblaient en froissant un vieux mouchoir. Le capitaine Fournier entra avec une démarche calme. Il ne se pressa pas, posa simplement un épais dossier sur la table, puis s'assit et la fixa droit dans les yeux. L'atmosphère était silencieuse, seulement rythmée par le tic-tac de l'horloge murale. « Madame Dubois, » commença Fournier lentement, « nous avons reçu les résultats du laboratoire. Toute la nourriture que les ouvriers ont mangée était positive au poison, le carbofurant. Cela signifie que ce n'est pas un accident, mais un meurtre. » « I know. » Le visage de Madame Eliane se crispa. Ses lèvres tremblèrent, mais aucun mot ne sortit. Elle baissa la tête, comme pour éviter le regard perçant qui lui faisait face. « D'après le témoignage d'un témoin, » continua Fournier, « le matin avant le déjeuner, vous êtes entré dans la cuisine du campement. Est-ce exact? » Madame Eliane prit une profonde inspiration. « J'allais juste vérifier le stock de riz. Je dois m'assurer qu'il y a assez de provisions pour les travailleurs. C'est tout. » « Allô ?» Fournier hocha la tête et ouvrit une autre page du dossier. « Nous avons vérifié votre situation financière, madame. Vos dettes ne sont pas négligeables. Plus de 300 000 € auprès de créanciers douteux. Ajoutez à cela, les ouvriers réclamaient leur salaire impayé. Tout cela vous mettait sous pression. Et quelques jours avant le drame, il y a eu une menace de saisie de votre domaine si vous ne remboursiez pas. » Ces mots furent comme un coup de marteau. Les épaules de Madame Eliane s'affaissèrent. Son visage devint encore plus pâle. Elle ferma les yeux et murmura. « Je n'ai jamais voulu qu'il meure. Je voulais juste. » Sa voix se perdit dans un sanglot étouffé. Fournier la fixa. Il savait que la vieille femme en face de lui était sur le point de craquer.
Mais il savait aussi que quelque chose de plus grand se cachait derrière. Il décida de ne pas la pousser davantage. Cette nuit-là, l'interrogatoire fut suspendu pour donner à Madame Eliane l'occasion de réfléchir dans une cellule de garde à vue. À l'extérieur de la salle d'interrogatoire, Fournier discuta avec son équipe. « Vous voyez, elle vacille. Mais je suis convaincu qu'elle n'a pas agi seule. Il doit y avoir quelqu'un de plus jeune, de plus audacieux, qui a tout planifié. » Un enquêteur hocha la tête. « Mon capitaine, vous suspectez Luc, son fils ?» Fournier ne répondit pas immédiatement. Il regarda par la fenêtre la faible lueur des lampadaires. Une femme de plus de 60 ans n'a généralement pas l'audace d'aller acheter un poison interdit et de le mélanger sans hésitation. Je crois qu'une autre main tire les ficelles. Le lendemain matin, Luc arriva à la gendarmerie, habillé de façon impeccable, le visage calme. Il s'assit dans la salle d'attente, comme si de rien n'était. Sa berline de luxe, garée sur le parking, contrastait nettement avec les vieilles motos des villageois. Lorsqu'il fut appelé, il salua poliment, souriant même. « Je suis prêt à coopérer pleinement à l'enquête, mon capitaine. Je ne sais rien, mais si je peux aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. » Fournier l'observa attentivement. Son attitude était calme, trop calme. Pas la moindre trace de tristesse à la vue de 25 ouvriers qui avaient vécu sur le domaine familial, morts si subitement. Même lorsque les photos des victimes furent projetées sur l'écran, son expression changea à peine. « Où étiez-vous le 14 juin hier ?» demanda Fournier. « À Marseille. Je peux le prouver avec des reçus de parking, des factures d'hôtel et des tickets de caisse de café. Tout est enregistré, » répondit Luc avec aisance. Cet alibi trop parfait rendit Fournier encore plus méfiant. Il savait que les documents pouvaient être mis en scène, que le temps pouvait être manipulé. Il nota mentalement qu'il devait trouver d'autres preuves pour percer le voile qui dissimulait encore la vérité. Pendant ce temps, les rumeurs dans le village s'intensifièrent. Les gens commencèrent à parler ouvertement d'une sombre histoire de famille chez les propriétaires du domaine. Certains disaient que Madame Eliane était trop honteuse pour laisser saisir le domaine. D'autres accusaient Luc d'être un homme avide et capable de se débarrasser des ouvriers. L'atmosphère dans le village était effrayante. Chaque chuchotement au café ressemblait à un verdict. Arnaud, toujours sous la protection de la police, ressentait également cette pression. Il avait dit à un officier, « Si c'est vraiment Madame Eliane qui a mis le poison, je peux comprendre qu'elle était désespérée. Mais je ne crois pas qu'elle l'ait fait seule. J'ai vu Monsieur Luc venir au campement 2 ou 3 jours avant le drame. Il a parlé longtemps avec sa mère. Ils avaient l'air très tendus. Depuis ce jour-là, Madame Eliane semblait déprimée. Cette information conforta Fournier dans ses soupçons. Le puzzle, autrefois flou, commençait à prendre forme. Madame Eliane était peu être l'exécutante, mais quelqu'un d'autre était le cerveau. Cette nuit-là, Fournier était seul dans son bureau. Les dossiers s'empilaient sur la table. Rapport de dette, résultats d'autopsie, témoignages. Parmi tout cela, un nom revenait sans cesse. Luc. Il ferma un dossier, alluma une cigarette et regarda par la fenêtre. « La vérité sera bientôt révélée, » murmura-t-il. « Et je suis sûr que ce garçon n'est pas qu'un simple spectateur. » Les jours suivants devinrent un test de patience pour l'équipe d'enquête. Luc était très confiant dans son alibi. Il présenta des preuves, des reçus de parking d'hôtel à Marseille, des tickets de caisse de café et même des captures d'écran de transactions sur son téléphone. Tout semblait parfait, trop parfait. Le capitaine Fournier, aguerri par des années d'enquête criminelle, savait qu'un témoignage trop lisse cachait souvent un grand mensonge. Fournier décida de demander l'aide de l'équipe de cybercriminalité de la section de recherche de Marseille. Ils arrivèrent avec un équipement de pointe, prêt à fouiller les données du téléphone portable de Luc, qui avait été saisi dès le premier interrogatoire. Cette nuit-là, dans une salle de serveur remplie de câbles et d'écrans d'ordinateur, l'analyse commença. D'abord, nous allons vérifier la localisation GPS du téléphone, dit un jeune technicien, tout en tapant rapidement sur son clavier. Des points de coordonnées commencèrent à apparaître sur l'écran. Tous les yeux étaient fixés sur le graphique qui s'affichait. Et c'est à ce moment que le premier secret fut révélé. Le 14 juin, entre 7h00 et 9h30 du matin, le signal du téléphone portable de Luc fut détecté dans la zone du domaine viticole de Vallon. Ce n'est qu'après 10h que son téléphone se déplaça vers la route principale et que son signal réapparut à Marseille vers 13h30. Fournier fixa l'écran, les yeux plissés.
Donc, le matin avant le drame, il était au domaine. Son alibi s'effondra. Mais ce n'était pas suffisant. Ils avaient besoin de preuves plus solides. L'analyse se poursuivit dans le dossier des messages textes. Certains messages avaient été supprimés. Mais grâce aux outils de police scientifique, l'équipe put récupérer d'anciennes conversations. Parmi les fragments de messages flous, une phrase fit taire tout le monde. « Maman, fais ce que j'ai dit. N'aie pas peur. Après ça, tout sera fini. Nous serons libres. » Oui. Ce message avait été envoyé par Luc au numéro de téléphone de Madame Eliane 2 jours avant la tragédie. La pièce devint complètement silencieuse. Même le bruit du ventilateur semblait fort. Fournier sentit le sang affluer dans ses veines. Ce court message pouvait sembler anodin, mais dans le contexte de cette affaire, il devenait la clé qui levait le voile noir. Nous avons la preuve numérique. Il y a eu un ordre, une coordination. Luc n'était pas seulement au courant, il était le cerveau, déclara Fournier avec fermeté. Le lendemain, Fournier convoqua de nouveau Luc à la gendarmerie. Cette fois, l'ambiance avait changé. Pas de sourire amical, pas de salutations chaleureuses. Il fut invité à s'asseoir sur la chaise d'interrogatoire, avec 2 officiers debout derrière lui. Fournier commença la conversation d'un ton calme. « Luc, nous avons vérifié les données de votre téléphone. Le GPS montre que le matin du 14 juin, vous étiez au domaine, pas à Marseille. » Luc parut surpris un instant, mais il retrouva rapidement son sourire. « Le système a dû se tromper. Le signal peut dériver, tout le monde le sait. » Fournier ne répondit pas. Il fit simplement glisser une feuille de papier, une copie imprimée du message récupéré, devant lui. « Et voici le message que vous avez envoyé à votre mère. Fais ce que j'ai dit. Pensez-vous toujours que c'est une erreur de lecture ?» Le visage de Luc commença à perdre son calme. Ses lèvres tremblèrent, la sueur perla sur ses tempes. Il tenta un petit rire, mais sa voix sonnait faux. C'était juste un message de réconfort. Je réconfortais ma mère parce qu'elle s'inquiétait de ses dettes, ça n'a rien à voir avec les ouvriers morts. Fournier se pencha en avant, le regardant fixement. Luc, 25 vies ont été perdues. Ne pensez pas que vous pouvez vous cacher derrière des mots. Nous avons des preuves et un témoin qui vous a vu au campement quelques jours avant le drame. Vous ne pouvez plus fuir. La pièce était silencieuse, seulement rythmée par le tic-tac de l'horloge murale. Luc baissa la tête, ses mains serrant ses genoux. Ses yeux cherchaient une issue, mais n'en trouvaient aucune. Pendant ce temps, les rumeurs dans le village s'enflammaient. La nouvelle de l'implication de Luc s'était déjà répandue. Au café, les gens osaient prononcer son nom ouvertement. Si ce n'est pas le fils, qui d'autre? Quelle vieille femme oserait acheter du poison elle-même? Le village, autrefois paisible, était maintenant rempli de méfiance. On interdisait aux enfants de jouer près du domaine viticole. Certaines familles de victimes jurèrent même de se venger, si la loi ne leur rendait pas justice. Fournier savait que le temps pour clore cette affaire était compté. La pression de la société, des médias et même des autorités locales le hantait. Il savait que la seule solution était de faire pression sur Luc jusqu'à ce que les aveux sortent de sa propre bouche. Cette nuit-là, après un long interrogatoire, Fournier sortit de la salle, le visage fatigué. Il regarda ses subordonnés et dit « Demain, nous allons organiser une confrontation. Nous allons mettre Madame Eliane et Luc face à face. Je veux voir qui craquera le premier lorsque la vérité sera forcée de sortir. » Ses pas étaient lourds, mais sa détermination était inébranlable. Il savait que la vérité était à portée de main et que bientôt, le masque de calme de Luc se briserait en 1000 morceaux. Ce matin-là, la salle d'interrogatoire de la brigade de gendarmerie fut préparée avec plus de soin que d'habitude. 2 chaises furent placées face à face au milieu de la pièce, séparées seulement par une longue table en bois. D'un côté, Madame Eliane, le visage encore plus creusé, les yeux hagards après plusieurs nuits sans sommeil. De l'autre, Luc assis, le corps raide, les mains serrées comme pour cacher sa nervosité. Le capitaine Fournier entra dans la pièce, suivi de 2 enquêteurs chargés de prendre des notes. Il resta un instant immobile, les fixant tous les deux avec un regard aussi perçant l'un que l'autre. « Aujourd'hui, nous voulons entendre la vérité de votre bouche. Il n'y a plus de place pour les mensonges. Toutes les preuves sont là. Il ne vous reste plus qu'à décider si vous avouez ou si vous attendez que le tribunal dévoile tout publiquement. » La pièce était silencieuse. On n'entendait que la respiration difficile de Madame Eliane et le tic-tac de l'horloge. Fournier commença d'une voix calme. « Madame Dubois,
Est-il vrai que ce matin-là, vous êtes entré dans la cuisine du campement pendant que la cuisinière était au marché? Madame Eliane se mordit la lèvre, le visage tremblant, les mains froissant le bas de sa chemise. J'allais juste vérifier le riz. C'est mon habitude, répondit-elle, d'une voix à peine audible. Fournier ne réagit pas. Il se tourna vers Luc. Luc, le GPS de votre téléphone indique que vous étiez au domaine entre 7h et 9h du matin le 14 juin. Vous avez également envoyé un message à votre mère lui ordonnant de faire quelque chose selon vos instructions. Comment expliquez-vous cela? Luc leva la tête, essayant de garder son calme. C'est une erreur du système. Le message était juste pour réconforter ma mère. Ça n'a rien à voir avec le poison. Mais sa voix tremblait, et la sueur perlait sur ses tempes. Fournier fit glisser l'épais dossier au milieu de la table. Il ouvrit des documents remplis de photos des victimes, de résultats d'autopsie et de copies des messages. Les preuves sont irréfutables. La question est simple. Qui a versé le carbofuran dans la daube? Vous, Luc ou votre mère? Soudain, Madame Eliane baissa la tête. Ses épaules secouaient de violents sanglots. Les larmes, qu'on n'avait jamais vues auparavant, tombèrent finalement sur la table. Elle pleura à chaudes larmes, puis dit d'une voix rauque, « C'est moi qui l'ai fait. Je suis entré dans la cuisine. J'ai versé ce liquide dans la marmite. Tout est de ma faute. Mon fils, Luc, ne sait rien. » La pièce fut silencieuse un instant. Luc se tourna brusquement vers sa mère, les yeux écarquillés. « Maman, ne dis pas ça. N'assume pas tout toute seule, » dit-il avec empressement. Fournier observa ce changement avec acuité. Il savait que la première fissure était apparue. Il se pencha en avant, parlant d'une voix douce, mais pressante. « Madame Dubois, une mère peut supporter beaucoup de choses pour son enfant. Mais ce poison, le carbofuran, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve facilement. Où l'avez-vous obtenu? » Madame Eliane resta silencieuse, ses larmes continuant de couler. Elle ne répondit pas. Fournier se tourna vers Luc. « C'est vous qui l'avez acheté, n'est-ce pas? C'est vous qui avez amené ce poison au domaine et demandé à votre mère de le mélanger. C'est bien ça? » Luc serra les dents, le visage blême. Il essaya de se contrôler, mais le regard larmoyant de sa mère fit s'effondrer son mur de défense. Il frappa la table de ses mains tremblantes. « Oui, c'est moi qui ai acheté ce poison. C'est moi qui ai dit à ma mère de le faire. Mais tout ça, c'était pour sauver notre famille. Si on ne faisait pas ça, les créanciers allaient saisir le domaine, nous détruire. Vous pensez que je suis un monstre? » La voix de Luc résonna dans la pièce. Madame Eliane pleurait plus fort, se couvrant le visage de ses deux mains. Fournier ferma les yeux un instant, puis soupira longuement. Il savait que les aveux étaient enfin sortis. D'une voix lourde, il dit « Luc, 25 vies, ce n'est pas rien. Ce n'étaient pas que des ouvriers. C'étaient des êtres humains, avec des familles, des rêves. Vous les avez sacrifiés pour couvrir des dettes? C'est ce que vous appelez sauver la famille? » Luc resta silencieux, les épaules affaissées, le visage vide, fixant la table. Madame Eliane continuait de sangloter, répétant « Pardon, je suis désolé. » L'enquêteur nota chaque mot qui sortait. Pour la loi, c'étaient des aveux cruciaux. Pour Fournier, c'était un moment amer. La vérité était enfin révélée, mais à un prix terriblement douloureux. Après la confrontation, Madame Eliane et Luc furent transférés dans des cellules séparées. À l'extérieur, la nouvelle de leurs aveux se répandit rapidement. Le village, longtemps agité, sombra dans un silence inquiétant. Certains villageois étaient en colère. D'autres ne pouvaient que secouer la tête, incrédules qu'un mère et son fils aient pu planifier un tel massacre. Cette nuit-là, Fournier était seul dans son bureau, fixant la dernière note dans son petit carnet. La mère et le fils. Une main exécute, l'autre planifie. Une tragédie née de la dette, de la pression et de la peur. 25 vies fauchées. La vérité amère est enfin révélée. Il ferma lentement le carnet et regarda le ciel sombre de Valombre. La pluie tombait, mouillant les rues silencieuses. Dans son cœur, il savait que le parcours judiciaire de cette affaire était encore long. Les poursuites, les cris des familles des victimes. Mais pour cette nuit, au moins une chose était claire. Dans la tragédie du domaine viticole, les coupables n'étaient plus des ombres indistinctes, mais les visages bien réels d'un fils et de sa mère. Les jours suivants, l'enquête entra dans une phase plus détaillée.
Après les aveux en salle d'interrogatoire, la police devait reconstituer l'image complète de la manière dont ce poison mortel avait atteint la table des ouvriers. Chaque détail était crucial. Chaque pièce du puzzle devait être vérifiée pour s'assurer qu'il n'y avait aucune faille lorsque l'affaire serait présentée au tribunal. Le capitaine Fournier présida une grande réunion avec son équipe. Sur la table, il y avait une carte du domaine viticole, la liste des témoins et des rapports de transactions financières. Nous avons les aveux, dit Fournier, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons savoir exactement qui a acheté le poison, à qui, quand, comment il a été introduit clandestinement, et enfin, comment il a été versé dans le repas. Tout doit être étanche. L'enquête commença par la piste de l'achat du poison. Le carbofuran n'est pas vendu légalement, mais les rapports des services de renseignement locaux indiquaient qu'il existait un réseau de trafiquants près de la frontière italienne qui en faisait encore le commerce illégal. La police vérifia donc rapidement les relevés de déplacement de Luc. Des images de caméras de surveillance sur l'autoroute et des preuves de paiement de carburant révélèrent que 2 semaines avant le drame, Luc avait fait un court voyage dans une petite ville frontalière. Un témoin, un vendeur d'engrais de la région, finit par admettre avoir vu Luc discuter avec un homme connu pour être un distributeur de pesticides illégaux. Bien qu'il ait refusé d'en dire plus par peur, ce témoin fournit suffisamment d'indices pour placer Luc au même endroit et au même moment que des activités de commerce illégales. En salle d'interrogatoire, lorsque ces preuves furent présentées, Luc avoua finalement. D'une voix lourde, il dit « Oui, c'est moi qui ai acheté le carbofuran. Je suis allé à la frontière, j'ai rencontré un homme, j'ai payé en espèces. Je ne me souciais pas d'où il l'obtenait. Tout ce que je savais, c'est que ce poison tuerait les ouvriers rapidement, sans laisser de traces. Je voulais juste résoudre ce problème de dette avant que les créanciers ne nous détruisent. » Madame Eliane, assise à côté, se couvrit le visage en pleurant. « Je lui avais dit de ne pas le faire, Luc. J'avais peur. » Mais il a insisté. Il disait que si les ouvriers continuaient de réclamer leur salaire, le secret de mes dettes serait révélé et nous perdrions le domaine. D'Andro, Fournier les regarda tour à tour. Il pouvait sentir l'amertume à laquelle ils étaient confrontés, mais il savait aussi que leur décision avait coûté la vie à des dizaines d'innocents. La reconstitution du plan macabre fut alors établie. La nuit précédant la tragédie, Luc était revenu secrètement à la maison de sa mère au domaine. Ils parlèrent longtemps, seulement éclairés par une lampe à pétrole. Madame Eliane était agitée, ses mains tremblant en tenant sa tasse de tisane, tandis que Luc la regardait avec des yeux rougis par la pression. « Maman, c'est la seule solution, » dit Luc à ce moment-là. « S'il meurt, plus personne ne viendra réclamer d'argent. Personne ne révélera nos dettes. Nous pourrons vendre une partie des terres, rembourser les créanciers et reprendre une vie paisible. Mais ce sont des gens, Luc. Ils travaillent pour nous, » répondit Madame Eliane d'une voix rauque. « Si nous ne le faisons pas, c'est nous qui serons détruits. Le domaine saisi, la réputation de la famille ruinée. Nous deviendrons la risée du village. C'est ce que tu veux, maman ?» La pressa Luc. Des pleurs étouffés se firent entendre cette nuit-là. Finalement, le cœur brisé, Madame Eliane céda. Elle accepta la petite fiole contenant le liquide toxique des mains de son fils. Le jour du drame arriva. Le matin, Luc apparut brièvement au domaine pour s'assurer que tout se déroulait comme prévu. Il vit les ouvriers s'affairer, taillant la vigne, discutant et plaisantant, sans savoir que la mort rôdait. Vers 10 heures, quand Annette, la cuisinière, partit au marché, Luc fit un bref signe à sa mère. D'un pas lourd, Madame Eliane entra dans la cuisine. Ses mains tremblaient en tenant la petite fiole. Elle ouvrit le bouchon, mélangea le liquide dans la grande marmite de daube qui cuisait déjà. Son cœur hurlait, mais son visage était figé, comme si elle refusait d'accepter ce qu'elle venait de faire. Quelques minutes plus tard, Luc prit la route en direction de Marseille pour se forger un alibi. Il savait que dans quelques heures, le campement des ouvriers deviendrait un cimetière. Lorsque cette reconstitution fut présentée dans la salle de réunion de la gendarmerie, tout le monde resta silencieux. L'atmosphère était pesante. Personne ne pouvait imaginer qu'une décision impulsive, celle de verser un liquide transparent dans une marmite, pouvait faucher 25 vies d'un seul coup. Fournier ferma le dossier et regarda son équipe. Maintenant, nous avons la chronologie complète. Luc a acheté le poison. Madame Eliane l'a mélangé. Ils ont agi de concert. C'est un meurtre avec préméditation. Il n'y a plus aucune faille pour nier. La nouvelle des résultats officiels de l'enquête se répandit rapidement dans le village.
Les habitants réagirent avec un mélange de colère et d'horreur. Certains crièrent des insultes devant le domaine, réclamant justice. D'autres ne purent que sangloter en pensant à leur fils ou à leur mari, dont il ne restait plus qu'un nom. Le village, autrefois paisible, était maintenant couvert par l'ombre de la tragédie. Dans sa cellule, Madame Eliane était assise, à garde, le visage vide. Elle serrait un mouchoir trempé de larmes. Dans une autre cellule, Luc arpentait l'espace, agité, les yeux rouges. « Je voulais juste aider ma famille. Mais pourquoi tout est devenu comme ça ?» murmurait-il sans cesse. Le capitaine Fournier, observant depuis une salle de contrôle, soupira longuement. Pour lui, cette affaire n'était pas seulement une question d'application de la loi. C'était un miroir reflétant comment la peur, les dettes et le désespoir peuvent transformer des êtres humains en monstres pour leurs semblables. Un mois après la tragédie du domaine viticole de Valombre, l'atmosphère du village était toujours enveloppée d'un voile de deuil. Les maisons des familles des défunts étaient ornées de photos en noir et blanc, avec un ruban noir dans un coin. Dans chaque ruelle, on pouvait encore entendre les sanglots étouffés des mères qui avaient perdu leur enfant, ou les pleurs de jeunes enfants qui n'avaient plus de père à serrer dans leurs bras. Leur vie semblait s'être arrêtée le jour du drame. Dans une simple maison en pierre au bord d'un ruisseau, une jeune femme nommée Rina serrait son bébé dans ses bras. Son mari, Jean-Pierre, était l'une des victimes trouvées dans le campement. Chaque nuit, Rina regardait la porte d'un air absent, comme si elle attendait toujours que son mari rentre à la maison avec sa paix. Il m'avait promis. Il disait qu'on allait construire une nouvelle maison. Mais tout ce qui est revenu, c'est son corps froid dans un cercueil, dit-elle à sa voisine d'une voix faible. Des histoires similaires résonnaient dans de nombreuses autres maisons. Des parents avaient perdu leur enfant, des épouses leur mari, des enfants leur père. 25 familles brisées en même temps. Le chagrin se transforma en une colère sourde. Ils ne pouvaient accepter que la vie de ceux qu'ils aimaient ait été traitée comme si elle n'avait aucune valeur. D'un autre côté, la police et le procureur travaillaient d'arrache-pied pour préparer le dossier d'accusation. Les preuves numériques, les résultats d'autopsie, les aveux des suspects, tout fut rassemblé méticuleusement. Mais Fournier savait que cette affaire n'était pas ordinaire. La pression sociale était immense. Les médias nationaux commencèrent à couvrir l'affaire, la qualifiant de « massacre des vendangeurs de Provence ». Des journalistes de Paris vinrent poursuivre le travail des autorités et exiger des réponses. Comment une famille autrefois bien considérée avait-elle pu devenir des assassins de masse? Une réunion d'urgence fut organisée à la mairie. Des dizaines de villageois s'y rassemblèrent, dont des familles de victimes qui pleuraient en parlant. Un vieil homme dit d'une voix tremblante: « Mon fils est mort simplement parce qu'il a demandé son salaire, ce qui était son droit. Nous voulons la justice. Nous ne connaîtrons jamais la paix tant que la loi ne les punira pas de la manière la plus sévère. » Des cris d'approbation résonnèrent dans la foule. Le maire, assis à l'avant, tenta de calmer tout le monde, mais il était clair qu'il retenait lui-même ses émotions. Le capitaine Fournier assista à la réunion en uniforme. Il se tint devant les villageois, regardant un par un les visages marqués par la douleur. « Je comprends votre souffrance, » dit-il d'une voix lourde. « Je vous promets que cette affaire sera portée devant la justice. Personne n'y échappera. La loi parlera au nom des 25 vies qui ont été prises. » Les villageois le regardèrent avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Ils avaient souvent entendu des promesses, mais l'attitude ferme de Fournier cette nuit-là aida à apaiser une colère qui menaçait d'exploser. Pendant ce temps, dans sa cellule, Luc était agité. Il arpentait sa cellule, les yeux rouges. Chaque fois qu'il entendait les cris des villageois à l'extérieur de la gendarmerie, son visage pâlissait. « Ils veulent me tuer », murmurait-il. « S'ils savaient que je suis ici, je serais mort. » Madame Eliane, dans une autre cellule, semblait plus calme. Bien que son corps se soit amaigri, elle était souvent assise, hébétée, tenant un petit chapelet, priant à voix basse. Parfois, elle pleurait. Parfois, elle fixait simplement le vide. « Je voulais juste aider mon fils, mais j'ai fini par tuer les enfants de tant d'autres, » murmura-t-elle à un gardien une nuit. Les jours passèrent. La préparation du procès avançait. Le procureur décida de les inculper tous les deux pour assassinat, un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Pour Luc, en tant que cerveau, et pour Madame Eliane, en tant qu'exécutante. Lorsque cette décision fut rendue publique, le village fut de nouveau secoué.
Certaines familles de victimes se sentirent soulagées, mais d'autres pensaient que ce n'était pas suffisant. Si c'était possible, il faudrait les condamner tous les deux à la peine maximale, déclara une mère qui avait perdu 2 fils en même temps. À quoi bon vivre si leur cœur est aussi cruel? Une nuit silencieuse, Fournier était seul dans son bureau, fixant la pile de dossiers. Il se sentait lourd. Il savait que son devoir était de s'assurer que la loi soit appliquée. Mais en tant qu'être humain, il ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion. Il voyait d'un côté 25 familles brisées, et de l'autre, une vieille mère et son fils sombrant dans le désespoir. Cette tragédie n'était pas seulement une affaire de loi, mais une question de fragilité humaine face aux dettes, à la honte et à l'honneur. Mais quelle que soit la raison, Fournier était convaincu d'une chose. Il n'y a pas de pardon pour avoir pris la vie d'autrui. À l'approche du procès, l'atmosphère dans le village devint encore plus électrique. Des banderoles avec l'inscription « Nous réclamons justice » furent installées à l'entrée du village. Chaque fois qu'une voiture de gendarmerie passait, les villageois se rassemblaient, les yeux perçants. Les journalistes allaient et venaient, transformant le village autrefois tranquille en une scène nationale. Le jour où le convoi de police transporta Luc et Madame Eliane au palais de justice d'Avignon, les rues étaient bondées. Des cris de colère s'élevèrent. Certains villageois pleurèrent en voyant le visage des accusés. « Les voilà, les assassins !» cria une mère. La police dut former une barrière pour empêcher la foule de s'en prendre au véhicule. Dans le fourgon, Luc se couvrit le visage. Madame Eliane ne put que baisser la tête, des larmes coulant sur ses vieux vêtements. Il savait que lorsque les portes du tribunal s'ouvriraient, tous les secrets de leur famille seraient exposés au grand jour. Le capitaine Fournier se tenait devant le palais de justice, supervisant la sécurité. Il prit une profonde inspiration, sentant l'air lourd de colère et de chagrin. « Aujourd'hui, le long chemin vers la justice commence, » murmura-t-il, espérant que la vérité serait assez forte pour apaiser les cœurs meurtris. Le jour du procès arriva enfin. Dès l'aube, les abords du palais de justice d'Avignon étaient noirs de monde. Des centaines de personnes, villageois, familles des victimes, militants et journalistes de plusieurs villes, s'y étaient rassemblés. La chaleur de juillet n'entamait pas leur détermination. Tous voulaient assister de leurs propres yeux au procès qui avait secoué le cœur de tout le sud de la France. La sécurité était maximale, avec des barrières installées à l'entrée. Lorsque le fourgon des accusés s'arrêta devant le bâtiment, la foule se pressa. Des cris mêlés de pleurs fusèrent. « Assassins, vous nous avez pris nos enfants !» Ces mots transperçaient l'air, rendant l'atmosphère encore plus tendue. Luc descendit le premier, le visage blême, le regard bas, les mains menottées. Les officiers le pressèrent de marcher vite. Madame Eliane suivit, son corps paraissant frêle, ses cheveux en désordre, et des larmes coulant sur ses joues ridées. Les pleurs des mères dans la foule redoublèrent en voyant la silhouette de la vieille femme. Pour elle, ce visage n'était plus un symbole de bonté, mais celui de la pire des trahisons. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était lourd. La salle était comble. Les places pour le public étaient toutes occupées. Certains devaient rester debout au fond, adossés au mur. Les caméras des journalistes étaient alignées sur le côté, les flashs crépitant de temps en temps. Le président de la cour frappa 3 coups de marteau. L'audience est ouverte. La cour d'assises est saisie de l'affaire d'assassinat de 25 ouvriers agricoles. L'audience est publique. Sa voix résonna, faisant taire instantanément la salle bruyante. L'avocat général se leva et commença à lire l'acte d'accusation. Il lisait d'une voix forte, chaque mot semblant être un coup de marteau sur la poitrine des accusés. Que le 14 juin 2022, au campement des ouvriers du domaine de la famille Dubois, 25 travailleurs sont décédés suite à un empoisonnement au carbofuran mélangé à leur déjeuner. Que l'accusé, Luc Dubois, a acheté les 10 poisons illégalement et que l'accusé, Eliane Dubois, l'a délibérément versé dans la marmite. Que les actes des 2 accusés avaient pour intention de donner la mort afin de dissimuler des dettes et de refuser de payer les salaires des ouvriers. Chaque fois que le nom d'une victime était prononcé, les familles présentes dans la salle baissaient la tête. Certaines pleuraient à chaudes larmes. La salle entière était remplie de sanglots. Le président dut frapper plusieurs fois son marteau pour ramener le calme. Ensuite, l'avocat général présenta les pièces à conviction. La petite fiole contenant le reste du poison, le rapport de police scientifique indiquant la présence de carbofuran dans l'estomac des victimes, les relevés GPS
prouvant le voyage de Luc à la frontière et une copie des messages textes entre la mère et le fils. Lorsque le message fut projeté sur un grand écran, un murmure parcourut la salle. Le message était court. « Maman, fais-le. Après ça, tout sera fini. N'hésite pas. Paulen !» Certains crièrent de colère. Un père se leva même, pointant du doigt Luc, sa voix brisée par les pleurs. « Voilà la preuve. Mon fils est mort à cause de ce petit message. » La police intervint rapidement pour le calmer et le faire rasseoir. Luc gardait la tête baissée, le visage cireux, tandis que Madame Eliane se couvrit le visage, ses épaules secouées de sanglots. Après l'avocat général, ce fut au tour des familles des victimes, autorisées à témoigner en tant que partie civile. Une femme d'une 50aine d'années, Fatima, s'avança. Sa voix tremblait, ses mains serrant une photo de son fils décédé. « Mon fils est venu sur ce domaine pour gagner sa vie. Il voulait construire une maison pour sa femme et son enfant. Mais tout ce qui est revenu, c'est un cercueil. Comment avez-vous pu être aussi cruel? Nos vies valent-elles si peu? » Elle éclata en sanglots devant la cour, faisant pleurer de nombreuses personnes dans la salle. Elle fut suivie par un garçon de 12 ans, accompagné de son oncle. Il était le fils de l'une des victimes. D'une voix faible, il dit « Mon papa me disait toujours, sois patient mon fils. Bientôt, tu pourras faire de longues études. Mais maintenant, mon papa n'est plus là. Je veux juste demander, pourquoi mon papa a dû mourir à cause d'un repas ?» L'atmosphère dans la salle d'audience était silencieuse. Même les magistrats durent baisser la tête un instant, comme pour retenir leur émotion. Sur le banc des accusés, Luc semblait agité. Pour la première fois depuis le début du procès, ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. Il luttait pour les retenir, mais son visage ne pouvait cacher la pression. Madame Eliane ne put plus le supporter. Elle éclata en sanglots, demandant pardon aux familles des victimes. « Pardonnez-moi, j'ai eu tort. Je n'en peux plus. » Mais les familles ne purent que la regarder avec des yeux remplis de douleur. Pas de réponse, seulement un silence perçant. L'avocat général conclut son réquisitoire d'une voix lourde. « Pour ces raisons, nous requérons que la Cour condamne l'accusé, Luc Dubois, à la réclusion criminelle à perpétuité et l'accusée, Eliane Dubois, à 30 ans de réclusion criminelle pour la justice. Pour le droit à la vie qui a été arraché à 25 innocents. » La salle d'audience gronda. Certains applaudirent, d'autres crièrent leur accord, et d'autres pleurèrent. La police dut de nouveau travailler dur pour maintenir le calme. Ensuite, le président suspendit l'audience pour donner à l'avocat de la défense le temps de préparer sa plaidoirie. Le procès se poursuivrait la semaine suivante avec les arguments de la défense. 3 coups de marteau retentirent. Lorsque l'audience fut terminée, les villageois étaient toujours rassemblés à l'extérieur du bâtiment. Ils attendaient de revoir le visage des accusés. Lorsque Luc et Madame Eliane furent conduits au fourgon, les cris reprirent. « La perpétuité! La perpétuité !» Dans le véhicule, Madame Eliane s'évanouit, épuisée par l'émotion. Luc resta assis, immobile, regardant droit devant lui d'un air absent. Il n'y avait plus de rigidité, ni de défi en lui. Seulement un mélange de peur et de regret. Le capitaine Fournier, qui avait suivi le procès du début à la fin, se tenait à l'extérieur du bâtiment, regardant le ciel du soir qui commençait à rougir. Il savait que le chemin vers la justice était encore long. Mais aujourd'hui, il avait vu quelque chose d'important. La voix d'un peuple uni pour réclamer la vérité. Une semaine après la lecture de l'acte d'accusation, la salle d'audience était de nouveau bondée. Dès le matin, une longue file s'était formée devant le palais de justice d'Avignon. Villageois, familles des victimes et militants venus, d'ailleurs s'y étaient rendus. Tous voulaient entendre comment la défense allait se justifier. Dans la salle, Luc était plus calme que la semaine précédente. Il portait une chemise blanche froissée, les cheveux peignés, mais le visage toujours blême. Madame Eliane était assise à côté de lui, son corps encore plus amaigri, les yeux hagards et les mains serrant toujours son chapelet. Le président ouvrit l'audience d'un coup de marteau. L'ordre du jour est la plaidoirie de la défense. Maître, vous avez la parole. L'avocat, un homme d'une 40aine d'années, se leva avec assurance. Il ouvrit un épais dossier et commença à parler d'une voix convaincante. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, famille des victimes que je respecte, personne ne nie que cette tragédie est un événement d'une tristesse infinie.
25 vies ont été perdues et la blessure qu'elle laisse ne s'effacera jamais. Mais permettez-moi de souligner que les accusés ne sont pas des monstres. Ce sont simplement des êtres humains ordinaires, piégés dans un cycle de dette, de pression économique et de désespoir. Un murmure s'éleva dans la salle. Certaines familles de victimes crièrent « La vie de nos enfants n'est pas une excuse ». Le président frappa rapidement son marteau, demandant le silence. L'avocat continua. « Luc Dubois n'est qu'un fils qui voulait sauver sa mère des griffes de créanciers sans scrupules. Il a perdu la raison sous une pression immense. Quant à Madame Eliane, c'est une femme âgée qui n'a pas pleinement compris la gravité de ce poison. Elle n'a fait que suivre les ordres de son fils. Serait-il juste de condamner une vieille femme à une peine aussi lourde sans tenir compte de son état mental altéré à ce moment-là? Cette plaidoirie enflamma la salle. Le père d'une des victimes se leva et cria « S'ils étaient sous pression, pourquoi est-ce nos enfants qui sont morts? Nous aussi, nous sommes pauvres, mais nous n'avons pas besoin de tuer qui que ce soit. » La police le tira rapidement pour le faire rasseoir. Des pleurs s'élevèrent de plusieurs coins de la salle. Le président fixa l'avocat. « Continuez votre plaidoirie sans provocation. » Ensuite, l'avocat lut plusieurs documents, des preuves de dette, des lettres de menaces des créanciers et même le témoignage d'un voisin qui avait vu Luc être menacé à plusieurs reprises pour ses dettes. Cela montre qu'ils n'ont pas agi par vengeance personnelle contre les victimes, mais à cause d'un état mental brisé, dit-il. Mais l'avocat général se leva pour contester immédiatement. Les dettes ne sont pas une raison pour prendre 25 vies. Beaucoup de gens ont des dettes, mais personne ne met de poison dans le déjeuner d'ouvriers qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Cet acte est clairement un assassinat avec préméditation, pas une simple perte de contrôle. Quand ce fut au tour de Luc de parler, il se leva, le visage rigide. « J'admets que j'ai acheté le poison, mais je n'ai jamais eu l'intention de tuer tout le monde. Je voulais juste leur faire peur pour qu'ils s'enfuient. Je ne supportais plus qu'ils harcèlent ma mère pour leur salaire. J'ai pensé que si je mettais un peu de poison, ils tomberaient juste malades et arrêteraient de travailler. Je ne savais pas qu'ils allaient tous mourir en si grand nombre. » Ces paroles provoquèrent un tollé. L'avocat général l'interrompit sèchement. « C'est un mensonge. Les résultats de l'autopsie montrent clairement que la quantité de poison était suffisante pour tuer des dizaines de personnes. Ce n'était pas une erreur, c'était un calcul. » Le visage de Luc devint rouge, sa voix monta. « Vous ne savez pas ce que c'est que d'être pourchassé par des créanciers. Vous ne savez pas ce que ça fait de voir votre propre mère menacée, d'être expulsée de sa maison. Je voulais juste protéger ma famille. » Les chaos s'intensifièrent. Le président frappa son marteau à plusieurs reprises. Mais l'atmosphère était difficile à contrôler. Au milieu de ce tumulte, une voix faible se fit entendre. Madame Eliane se leva, le corps tremblant. « Monsieur le Président, je voudrais parler. » La salle devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers elle. « C'est de ma faute, dit-elle d'une voix rauque. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. C'est moi qui ai versé ce poison dans la marmite. Je n'ai pas été forcé. Je voulais juste aider mon fils. J'étais aveuglé. Je n'ai pas réfléchi. Chaque nuit, j'entendais les menaces. J'avais peur de perdre la terre. J'avais peur que mon fils soit enlevé par des malfrats. J'ai pensé que si ces ouvriers partaient, tout serait fini. Mais il s'est avéré que je les ai envoyés à la mort. » Elle éclata en sanglots. Certaines familles de victimes pleurèrent avec elle, même si leur cœur était encore rempli de douleur. Luc se tourna choqué. « Maman, ne dis pas ça. C'est ma faute, pas la tienne. » Mais sa voix se perdit dans le silence de la salle. Le président de la cour regarda Madame Eliane avec un air pensif. « Vous réalisez les conséquences de ces aveux ?» Madame Eliane hocha la tête, les larmes coulant. « Je le sais très bien. Je suis prête à assumer mes responsabilités. Mais s'il vous plaît, ne condamnez pas mon fils à la peine maximale. Il a eu tort, c'est vrai, mais tout ça, c'est parce qu'il voulait me protéger. Si quelqu'un doit recevoir la peine la plus lourde, que ce soit moi. » L'atmosphère dans la salle d'audience se brisa de nouveau. Certains pleuraient, d'autres étaient en colère. L'avocat général nota chaque mot, tandis que l'avocat de la défense semblait à court d'arguments. Finalement, le président suspendit l'audience, déclarant que les aveux de Madame Eliane seraient pris en considération dans le verdict. 3 coups de marteau retentirent, clôturant l'audience. À l'extérieur du bâtiment, la foule attendait toujours. La nouvelle des aveux de Madame Eliane se répandit rapidement,
divisant l'opinion publique. Certains sympathisaient avec la vieille femme, d'autres la haïssaient encore plus, sentant qu'elle cherchait seulement à protéger son fils. Le capitaine Fournier, qui était assis dans le public depuis le début, soupira longuement. Dans son esprit, il se murmura que derrière chaque crime, il y a souvent le visage d'un être humain faible, fragile et désespéré. Mais la loi doit suivre son cours, car sinon, qui parlerait au nom des 25 vies qui ont été prises? Le jour du verdict final arriva. Dès l'aube, les abords du palais de justice d'Avignon étaient noirs de monde. Des policiers en armes gardaient chaque coin, et les véhicules des médias remplissaient le parking. Tout le monde savait que ce jour était historique, le jugement de l'affaire de meurtre de masse la plus choquante du sud de la France. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était extrêmement tendue. Pas un murmure, seulement le bruit des chaises qui bougeaient et des soupirs lourds. Le président de la cour et ses deux assesseurs étaient assis, le visage grave. Le marteau fut frappé, ouvrant l'audience. La cour se retire pour délibérer. L'audience reprendra pour la lecture du verdict. Après une attente insoutenable, la cour revint. Le président commença à lire le résumé de l'affaire d'une voix ferme, retraçant le procès depuis la découverte des 25 corps, les résultats de la police scientifique, la preuve du poison, les messages textes, jusqu'aux aveux choquants. La cour a considéré, la voix du président était claire, que les actes des accusés ont privé 25 innocents de la vie, que cet acte a été planifié avec soin, par l'achat du poison, sa conservation et son mélange dans la nourriture des victimes, qu'il n'y a aucune preuve, même la plus infime, indiquant que l'acte a été commis dans des circonstances atténuantes. Certaines familles de victimes commencèrent à pleurer. L'atmosphère dans la salle devint encore plus tendue. Le président continua. La Cour a également considéré que les raisons de la pression des dettes et de la peur ne peuvent être utilisées comme excuse pour tuer autrui. De nombreuses personnes rencontrent des difficultés économiques, mais ne choisissent pas une voie aussi cruelle que celle des accusés. Cet acte n'a pas seulement pris des vies, il a également créé une profonde blessure psychologique dans la société. Le président marqua une pause, regardant droit vers Luc et Madame Eliane. La Cour a pris en compte les excuses et les remords exprimés. Mais ces remords sont apparus après que les vies aient été perdues. La vie ne peut être rendue. Puis, la voix du président monta d'un ton. Pour ces motifs, la Cour d'assises rend le verdict suivant, déclare l'accusé, Luc Dubois, coupable d'assassinat, le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Déclare l'accusé, Eliane Dubois, coupable de complicité d'assassinat, la condamne à 30 ans de réclusion criminelle. Un tumulte immédiat éclata dans la salle. Certains crièrent « Justice !» D'autres pleurèrent de soulagement, tandis que d'autres restèrent silencieux, le visage vide. Luc s'effondra sur sa chaise, le visage cireux, les lèvres tremblantes. Il tenta de se lever, mais ses jambes flageolèrent. « Non, je ne veux pas mourir en prison », murmura-t-il faiblement. La police se précipita pour le soutenir. Madame Eliane se couvrit le visage de ses deux mains, hurlant de douleur. « Mon Dieu, pardonnez à mon fils. Pardonnez-lui. » Sa voix était pitoyable. Sur les bancs des familles des victimes, certains pleuraient de joie, sentant que la justice était enfin rendue. Mais d'autres se sentaient toujours vides, réalisant que même si le verdict était sévère, leurs enfants ne reviendraient jamais. Le président clôtura l'audience d'une voix lourde. Ce verdict a été rendu pour la sacralité de la loi. Néanmoins, la Cour est consciente qu'aucun verdict ne peut effacer le chagrin des familles des victimes. Que cet événement soit une leçon. L'avidité et le désespoir ne mènent qu'à la ruine. 3 coups de marteau retentirent, signifiant la fin du procès. À l'extérieur, les journalistes se précipitèrent pour annoncer le verdict. Les villageois qui attendaient eurent des réactions mitigées. Certains étaient satisfaits, d'autres émus, et d'autres encore remplis de colère. Luc fut conduit au fourgon, le visage vide, comme un homme sans âme. Madame Eliane marchait en chancelant, pleurant sans cesse, tout en priant à voix basse. Les flashs des appareils photos suivaient chacun de leurs pas, tandis que les bruits de la foule continuaient, un mélange d'insultes et de prières. Le capitaine Fournier se tenait à l'écart, à l'arrière, observant tout. Il soupira longuement. « La justice a été rendue », murmura-t-il. « Mais qui sait quand les blessures de cette société guériront ?» Chez les familles des victimes, la nouvelle du verdict arriva rapidement. Une vieille mère, assise sur le porche de sa maison en pierre,
serra la photo de son fils et murmura: « Mon fils, la justice est arrivée. Puisses-tu reposer en paix. » Ailleurs, un petit garçon demanda innocemment à sa mère: « Maman, est-ce que papa peut rentrer à la maison maintenant ?» La mère ne put que verser des larmes, incapable de répondre. Le verdict avait puni sévèrement, c'est vrai, mais il laissait aussi des questions en suspens. La justice avait-elle vraiment été rendue? Ou n'était-ce qu'un nouveau chapitre dans le cycle de la souffrance? Ce jour-là, l'histoire a été écrite. Le procès de la tragédie du domaine viticole de Valombre s'est officiellement terminé. Mais dans le cœur de beaucoup, l'histoire était loin d'être terminée. Ce qui restait, c'était des blessures, des pleurs et des questions qui ne trouveraient peu être jamais de véritables réponses.